Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Lever de Rideau. Lever de Rideau vous offre de découvrir l'actualité du spectacle vivant et de la lecture publique de la région Hauts-de-France. Occasion d'entendre des comédiens, des metteurs en scène et des auteurs, mais aussi de découvrir des classiques et des créations du spectacle vivant. Théâtre, poésie, art lyrique et musique. Cette émission vous est proposée en partenariat avec le Théâtre du Nord, l'Opéra de Lille, la Rose des Vents à Villeneuve-d'Ascq, les Centres Les Dominicains de Lille. Lever de Rideau, frère Rémi Valéjot. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le premier spectacle de la saison 2022-2023 du Théâtre du Nord. Spectacle qui commence dès le 16 septembre prochain au Théâtre de l'Idéal à Tourcoing, la seconde salle du Théâtre du Nord. Il s'agit de Autophagie d'Eva Doumbia, artiste associée du Théâtre du Nord, et son spectacle a été créé au Festival d'Avignon en 2021. Et nous avons dès lors la chance de pouvoir le découvrir et de nous entretenir ce matin avec Eva Doumbia. Autophagie d'Eva Doumbia a été créée au Festival d'Avignon, dont vous avez entendu résonner les trompettes qui annoncent le début de chacun des spectacles. Ces horizons donc lointains d'Avignon nous ramènent aujourd'hui au Théâtre du Nord et j'ai le plaisir d'accueillir Eva Doumbia. Bonjour Eva Doumbia. Bonjour. Bienvenue dans nos studios pour cette interview qui concerne votre spectacle Autophagie, donc un spectacle produit par votre compagnie que vous avez fondée à Marseille en 2000, La part du pauvre, Nana Triban. Quelle est la réalité même de cette compagnie, Eva ? Alors cette compagnie aujourd'hui, donc elle a été fondée effectivement à Marseille en septembre 2000 et aujourd'hui elle est en Normandie, d'où je suis originaire. À Elbeuf précisément, qui est dans la métropole de Rouen, c'est une ville ouvrière, et qui est dotée d'un petit théâtre qui s'appelle le Théâtre des Bains-Douches, qui accueille pour des conventions triennales des compagnies pour qu'elles puissent répéter, fabriquer, faire des résidences et surtout de l'action culturelle. Donc aujourd'hui on est à Elbeuf. C'est une toute petite salle, c'est une salle de 86 places. Nous allons entamer la deuxième convention, donc là on y est depuis septembre 2019, et là on attaque la deuxième convention. Voilà. Et la spécificité même de votre compagnie, selon les propositions théâtrales que vous proposez, comment vous les définiriez ? Alors moi je travaille en tant qu'artiste. D'abord je suis aussi, il faut savoir que je suis metteuse en scène, directrice artistique, je suis aussi autrice. Pendant assez longtemps je travaillais à partir des textes d'autres. Maintenant depuis on va dire depuis 3 ans, 4 ans, je travaille sur ma propre écriture, puisque ce que je cherche, je tente de raconter, ce que j'essaie de faire émerger en fait dans mon théâtre n'existait pas ou très peu en fait dans l'écriture dramatique française. Donc voilà, donc je travaille sur je suis originaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Normandie, et du point de vue, on va dire, historique et ethnique, ma mère est française et normande, et mon père est d'origine subsaharienne, d'Afrique subsaharienne, le Mali et la Côte d'Ivoire. Et donc, en fait, à partir de cette identité multiculturelle, géographiquement, mais également aussi socialement, je travaille sur qu'est-ce que c'est que cette identité, sur des récits, et je travaille sur les récits oubliés ou une autre manière de raconter des histoires. Alors, à partir d'un autre regard.
D'accord. Alors, récit oublié ou autre manière de raconter des histoires, c'est le propre d'Autophagie, créé au Festival d'Avignon en 2021 et donc proposé par le Théâtre du Nord. Je vous propose d'entendre un bref extrait et puis vous allez nous parler de ce spectacle. Bienvenue, Angelica, Moussa. Vous allez proposer à nos convives, à la communauté, ces morceaux de chocolat. Attention, mesdames et messieurs, je vous demande de ne les manger que lorsque je vous le dirai. D'accord ? Il y a 100 ans, on célébrait le riz pluvial, Massadoum, la nourriture des dieux et des rois. On le mangeait comme une bénédiction du ciel, comme un don des dieux. Pour le corps et les âmes, rien n'était plus beau que ce riz-là. Et puis, les dieux ont été profanés, les rois ont été soumis, et puis maintenant, ce riz-là a le goût de la défaite. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, les estomacs d'Afrique, c'est le bon riz parfumé de Thaïlande, ou le riz long grain du Vietnam. Travailleurs anamites, plus terre de Camargue, égale riz de France. On oublie que le riz de Camargue est vietnamien. On oublie que le riz de Camargue est le riz de la tradition vietnamienne. On oublie le froid, les maladies, les paillasses par terre dans les taudis, l'eau croupie, la nourriture avariée et rare. Eva Doumbia, nous vous accueillons aujourd'hui pour présenter Autophagie au Théâtre du Nord incessamment donc ces jours prochains. Autophagie, ce titre de spectacle peut interroger. Que signifie-t-il dans votre proposition théâtrale ? Alors, quand j'ai commencé à utiliser ce mot, autophage et autophagie, je ne savais pas qu'il existait, en fait. Je l'avais inventé il y a longtemps. J'avais inventé ce mot il y a 20 ans. Je pensais l'avoir inventé, en fait, dans le cadre de l'écriture d'un autre texte qui s'appelait à l'époque Les Anges Rouges de la Vie. C'était un travail performatif que je faisais à Marseille. Et ce texte est devenu un livre qui s'appelle Ange fêlé, c'est devenu un roman. Et le principe dans ma bouche et dans mon esprit de l'autophagie, c'était l'idée de se manger soi-même. Puisque mon personnage dans ce livre-là est désespéré. Et c'était un spectacle qui parlait des violences urbaines, de la raison des violences urbaines. Parce que il prend conscience que chaque fois qu'il consomme quelque chose en Europe, que ce soit une cigarette ou un morceau de chocolat, il agit négativement sur quelqu'un qui potentiellement est de sa famille. C'est-à-dire que quand il mange du chocolat, il exploite à distance quelqu'un qui peut être son cousin, son frère, en tout cas son frère humain. Donc, quand j'ai commencé donc 20 années plus tard, j'ai commencé à travailler sur autophagie en 2016, à commencer à faire des recherches sur la question de notre implication, de ce que ça implique en fait de se nourrir tel qu'on se nourrit aujourd'hui, c'est-à-dire en exploitant d'autres humains et pas et aussi du non-humain et du non-vivant d'ailleurs. Qu'est-ce que ça implique en fait, les conséquences de notre manière de consommer. En travaillant là-dessus, donc j'ai décidé d'appeler le spectacle Autophagie puisque c'était le point de départ en vérité de ce spectacle. Et puis entre-temps, j'ai découvert que le mot existait, que c'était un terme médical puisqu'on parle de cellules autophages. C'est un terme médical dans le champ de l'oncologie. Voilà. Donc moi, quand je l'utilise, c'est symboliquement pour dire que quand on consomme quelque chose, quand je respire, quand je fume une cigarette, en fait, j'ai une implication avec depuis un certain temps, depuis que on exploite les terres et les corps de personnes éloignées. En fait, je suis impliquée dans cette exploitation. Voilà.
Et donc, cette thématique va vous permettre de déployer un tour de monde, si je puis m'exprimer ainsi, de la réalité des lieux d'où viennent les aliments et une histoire de l'alimentation qui implique effectivement une éthique aussi que vous mettez en valeur. Nous allons reprendre effectivement le cours de notre conversation sur cette histoire des aliments et puis nous faire découvrir peut-être l'une ou l'autre réalité qui pourrait nous étonner. Encore un petit extrait du spectacle. De mes amandes, on tire une huile qui entretient la beauté des peaux et sert dans de nombreuses formules médicinales. Mes gousses, égrenées et séchées, sont des combustibles. Avec mes coques évidées, elles s'embrasent en émettant une fumée que craignent tous les nuisibles, moustiques en tête. Mes branches sont tissées entre elles pour former des rames employées comme toit ou palissade. De mes feuilles, on tire une fibre textile. Et rassemblées en bouquets, mes nervures forment des balais. Les extraits liquides de mon cœur remplacent efficacement le lait maternel. Après cet extrait donc d'autophagie, nous allons reprendre notre conversation, Eva Doumbia, et notamment pouvez-nous vous parler du mafé qui semblerait traditionnel d'Afrique, et pourtant c'est une réalité qui est à découvrir grâce à votre spectacle bien différemment. Alors le mafé il est traditionnel effectivement, mais ce n'est pas une recette ancestrale. Puisque la cacahuète n'est pas originaire, on va dire, du continent africain. La cacahuète, elle arrive en Afrique subsaharienne vers la fin du 19e siècle, et le mafé commence à être consommé à peu près il y a 80 ans. Alors, la petite histoire, c'est que les huileries alsaciennes, donc qui vendaient des arachides, ne savaient pas quoi faire de cacahuètes qui n'étaient pas conformes en fait. Donc ils décident ne savaient pas quoi faire en fait, des cacahuètes qui n'étaient pas on utilisait la cacahuète pour faire de l'huile d'arachide. Et en fait avec le reste, donc les huileries alsaciennes ont l'idée de torréfier en fait cette cacahuète pour en faire une pâte non sucrée, la fameuse Dakar tartine. Et on a la même chose en fait aux États-Unis avec le peanut butter. Et en fait, le mafé, la sauce mafé est associée en fait à cette histoire-là. Et si on regarde tout ce qui compose le mafé, il y a très peu d'ingrédients qui sont originaires d'Afrique. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'ils mangeaient les Africains avant ? Il y a une gastronomie précoloniale, il y a une gastronomie, mais comme les terres en fait ont été les terres ont été accaparées, elles ont servi en fait. Elles ont servi pour l'utilisation des Européens pendant la colonisation, et donc en fait on a détruit en fait à la fois les manières de l'agriculture traditionnelle africaine, le sorgho, le mil, les différentes céréales et feuilles, et on a remplacé par une alimentation qui correspondait aux besoins du colon. Et donc, une histoire des aliments qui s'entrecroise avec l'histoire politique, géopolitique. L'alimentation est éminemment géopolitique. En fait, en vérité, tout ce qu'on mange aujourd'hui est le produit de l'histoire de Christophe Colomb. En France, on n'avait pas de tomates, on n'avait pas de pommes de terre, on n'avait pas de riz. Si on regarde l'alimentation avant Christophe Colomb, en France, par exemple, dans les campagnes, on mange essentiellement du pot-au-feu, des navets, des choux, des légumes racines comme des carottes, avec très peu de viande. Et à la table des nobles, en fait, on mange des rôtis et du gibier. Et en fait, l'alimentation se transforme avec Christophe Colomb. Elle se sucre aussi beaucoup, puisqu'il n'y a pas de sucre. Le sucre arrive avec la canne et avec l'esclavage. Et moi, je dirais qu'en vérité, ça précède même Christophe Colomb. C'est-à-dire que
chaque fois que l'alimentation elle s'enrichit, ça va avec des guerres de conquête. Donc je pense que même l'alimentation méditerranéenne, elle est associée à des figures comme celle de César, en fait, qui ramène, et on ramène des épices, on ramène des aliments d'autres pays qui deviennent, en fait, qui rentrent dans la tradition. Donc un spectacle qui nous fait revisiter une histoire de l'humanité, si je peux m'exprimer ainsi, mais qui nous invite aussi à aller au cœur d'une humanité qui donne sa vie ou qui prend sa vie. Et lorsque nous mangeons, effectivement, ça suscite pour certains l'idée même que quelqu'un a donné ou a pris ou a donné sa vie ou on lui a pris pour pouvoir recevoir l'aliment qu'on mange aujourd'hui. Tout à fait. Et ce qu'on a oublié en fait dans la civilisation occidentale contemporaine, c'est le remerciement, et c'est ce qu'on essaie de faire en fait avec le spectacle, puisque moi j'appelle ça une Eucharistie documentaire. Alors c'est une Eucharistie laïque. Il n'y a pas de, comment dire, on n'est pas. Mais dans la construction même du spectacle, vous pourrez remarquer, vous, avec votre regard religieux, que en fait, j'ai suivi la dramaturgie de la messe, en fait, pour inventer le procédé du spectacle. Et c'est vrai que dans toutes les cultures, avant de porter quoi que ce soit à la bouche, on remercie. Alors, est-ce qu'on remercie une divinité ? On remercie en tout cas ce qui nous permet d'être en vie. Et dans nos cultures, on va dire dans la culture occidentale capitaliste, on a complètement oublié ça, puisqu'on oublie d'où viennent les aliments. Aujourd'hui, je pense que si on interroge la plupart des gens, ils ne savent pas qu'avant, le steak qui est dans le hamburger a été un être sensible, un être vivant. On est très loin, on n'a aucun contact en fait avec le vivant qui nous permet nous-mêmes de vivre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une surconsommation. C'est-à-dire que moi, quand je vois des jeunes demander, une fois j'entendais un jeune qui me disait je vais manger un tacos 6 viandes, moi ça m'effraie en fait. 6 viandes, ça veut dire 6 animaux, potentiellement 6 animaux qui ont été tués. Alors on va reprendre un extrait du spectacle et puis on continuera notre conversation, Eva. Je me demande ce que nous on mangeait chez nous avant. Ici en France, ils mangeaient des choux, des navets, des carottes, des betteraves. Mais nous, on ne mangeait rien, on ne cultivait rien. Moi, je ne les crois pas, ces historiens. Moi, je dis que le manioc, puisque je le mange chez moi, il est de chez moi. Là où tu vis, là où tu dors. C'est chez toi, non? Ceci est nos corps. Et je vous invite tous à combler le vide en les mangeant tous avec moi. Si vous voulez bien, nous allons accomplir la procession et ensemble partager le mafé de la réconciliation. L'autophagie d'Eva Doumbia, une véritable liturgie, si je puis m'exprimer ainsi, donc avec un écho à ce que représente l'Eucharistie, ceci est mon corps et ma vie, je la donne, nul ne la prend. Et Eva, donc vous nous invitez à nous remémorer à qui on prend la vie lorsque l'on consomme un aliment. C'est ce que nous avons évoqué ensemble au cours de l'interview, mais ce spectacle est aussi une réalisation scénique. Comment avez-vous convoqué effectivement différents éléments scéniques, scénographiques pour accomplir cette célébration, cette quasi-célébration liturgique? Alors, en fait, à chaque, alors moi j'ai deux, on va dire, j'ai deux chemins de création. Il y a précédemment, en fait, Aline, on a présenté Le Yinche, qui est un texte que j'ai écrit avec une dramaturgie classique, des personnages, une histoire, le public s'assoit en face, et puis il regarde l'histoire qu'on lui raconte. Il regarde, il écoute, il entend l'histoire qu'on lui raconte. Et il y a ce que j'appelle plus
des choses qui sont liées à l'écriture d'assemblage. Et pour ces projets qui sont en général, les projets sont toujours politiques, mais ces projets en fait qui sont plus documentaires, voilà. En général, je cherche en fonction du thème la forme qui correspondra le mieux. Et comme je trouve intéressant de convoquer des disciplines qui ne sont pas forcément des disciplines nobles, on va dire des disciplines artistiques nobles, sur le plateau de théâtre, par exemple, pour un spectacle qui s'appelait Moi et mon cheveu capillaire, la forme était le cabaret, mais il y avait aussi une coiffeuse sur scène, une coiffeuse qui me coiffait moi en direct sur scène. Donc là, par rapport à la nourriture, je cherchais comment en fait raconter et comment faire participer le public à cette chose-là. Et évidemment, la chose qui m'est venue le plus, c'est le moment en fait de la célébration, puisque en fait dans la messe on termine par l'hostie. Là, il n'y a pas d'hostie. Et puis c'est du mafé. Et j'ai aussi mélangé avec d'autres rituels et d'autres religions, parce qu'en fait j'ai cherché quand même quel était le lien en fait, et donc il y a certains textes que j'ai écrits qui sont inspirés de prières aztèques. Par exemple, le tout premier texte, ce n'est pas moi, etc. C'est une prière aztèque que l'on faisait pour remercier le dieu de la fertilité. En fait, il y a des références à d'autres rites et d'autres religions, et notamment le premier texte que moi je prononce est inspiré d'une prière que les prêtres adressaient au dieu aztèque au moment de la récolte, en fait, pour la nourriture. Donc, en fait, il y a une forme très syncrétique du spectacle, et entre nous, on appelle ça la cérémonie. Et la fiction dans laquelle on se met, la fiction qu'on raconte, c'est que les personnes, donc le public qui entre dans cette pièce, vient comprendre pourquoi est-ce qu'il a des problèmes alimentaires et quelle est sa relation avec les aliments. Et donc en fait, la théorie qu'on imagine, c'est que dans notre pratique, on recherche en fait dans l'origine des aliments les différents problèmes des individus. D'accord. Donc un spectacle qui fait appel à la musique, donc avec réalités scéniques qui dérogent un peu de la réalité théâtrale et qui forment un spectacle total avec tout à la fin une invitation à partager ce repas. Alors la gastronomie qui très longtemps a fait partie des Beaux-Arts et alors je ne sais pas historiquement à quel moment ça s'est passé, mais c'est sous l'influence de l'Église que la gastronomie est sortie des Beaux-Arts, puisque la gourmandise est un péché. Donc on réintroduit la gastronomie dans les Beaux-Arts avec ce projet. D'accord. Donc spectacle qui est donné au théâtre de l'Idéal à Tourcoing, donc du 16 au 18 septembre prochain. Eva, donc vous êtes artiste associée au Théâtre du Nord. Vous avez certainement d'autres projets encore pour les mois et saisons à venir. Vous travaillez sur quoi actuellement, sauf indiscrétion ? Alors actuellement, je travaille sur la présence des soldats noirs pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment à la fois de l'arrivée des Allemands, c'est-à-dire que ça commence en juin 40, mon histoire, et ça se termine en 46 avec la période où des soldats noirs, cette fois-ci américains, ont été accusés de viol par des Normands, à tort ou à raison. Mais en tout cas, ça parle aussi du racisme au sein de l'armée à cette période-là. En fait, ça parle de l'invention du racisme, parce que dans les deux histoires que je raconte, on voit comment est-ce que des villageois, des gens dans les campagnes vivent très bien avec les soldats noirs, et puis il y a un événement qui déclenche le racisme, et en général, il vient de l'institution. Donc un sujet brûlant encore d'actualité si on considère le monde tel qu'il est aujourd'hui.
Et puis ce brassage de soldats, effectivement, ne peut pas nous laisser indifférents quand on pense à Ypres et tous ces soldats qui viennent du monde entier, à qui on doit la vie. Et ce spectacle de consommation d'aliments nous permet de nous remémorer à qui nous devons la vie. Merci Eva Doumbia de nous avoir partagé ce moment sur RCF. C'est un grand plaisir. Et je vous souhaite de belles représentations encore à venir. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.